Alors, à tous les jours à la télé ou dans le journal, vous voyez les faits divers qui se succèdent, des meurtres, des viols, des agressions, etc. Mais quand on les vit vraiment, quand c'est pas dans notre télévision, mais c'est dans notre vrai vécu, c'est autre chose. Ce soir, je reçois une jeune fille qui a perdu sa mère qui a été assassinée par son père. Ça a été un fait divers une journée dans le journal ou à la télé, mais pour elle, c'est le bouleversement de toute sa vie. Et elle essaie de se refaire sa vie, mais c'est difficile toute seule. Elle est avec nous ce soir. Il s'agit de Diana Némé. Elle est accompagnée de Mme Nancy Roy de l'AFPAD. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, on t'a fait venir parce que quand j'ai lu ton histoire, je me suis dit, bon, c'est intéressant de partager ce que tu as vécu pour justement parler de résilience et parler de comment on compose avec le sort comme ça. Alors, raconte-nous. Toi, ton père et ta mère qui sont à la maison un soir et qu'est-ce qui se passe? Bon, on s'entend que depuis plusieurs mois, il y avait de grosses disputes et mon père, en fait, il m'envoyait dormir chez sa mère à lui pour pas que j'entende ce qu'il disait à ma mère, donc les menaces et les insultes. La veille du meurtre, par chance, j'ai dormi à la maison et le matin, quand je me suis préparée à aller garder mes cousines, j'entends la porte qui claque et c'est mon père qui venait de rentrer. On ne savait pas, il était où toute la soirée. Et j'étais en train de m'habiller, j'étais en moitié de mon bikini, j'avais un T-shirt sur moi. Et je colle mon oreille à la porte de ma chambre pour écouter qu'est-ce qu'il allait dire à ma mère, parce que je l'entendais marcher avec des pas vraiment très, très forts et il se dirigeait directement vers la salle de bain où ma mère était. Donc, pendant que je tape mon oreille à la porte, je l'entends qui commence à lui crier dessus de quoi tu parles, elle s'en va regarder sa cousine, qu'est-ce qui se passe. Et là, j'entends ma mère qui crie d'une voix, d'un ton où on sait que c'est la fin. On sait qu'une personne n'est pas supposée crier ce ton-là. Et elle crie 3 fois non, non, non. Et dès que je l'ai entendu dire ces dernières paroles qui étaient Dania appelle la police, je savais que quelque chose se passait et que c'était vraiment horrible. Donc, je suis sortie de la chambre à moitié habillée. J'ai couru vers la salle de bain et j'ai crié « Maman ». Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse, je savais qu'elle était probablement morte. Donc, les mains tremblantes, le corps traumatisé, je cours vers le téléphone et j'ai de la misère à appuyer 911 sur le téléphone. Et j'appelle et j'essaie d'expliquer ce qui se passe. Mon père qui m'avait menacé quelques jours avant le meurtre de mort, je savais qu'il voulait s'en prendre à moi, donc je me suis enfuie de la maison pendant que je faisais l'appel 911. Et, Tu avais peur qu'il s'en prenne à toi, là, à ce moment-là? Oui, oui, parce que 3 jours avant le meurtre, il m'avait menacé, ma mère et moi, de nous tuer. Parce qu'il disait, toi, tu as un chum. Il était contre le fait Non. que tu es un ami. C'était quoi le Non, problème? c'est pas ça. En fait, il accusait ma mère de l'avoir trompée et il m'accusait moi de ne pas être vierge avant le mariage. Donc, pour lui, c'était une honte à sa fierté et à la famille. Est-ce qu'on peut dire que c'est un crime d'honneur ou c'est en Oui. rapport avec la religion? Oui, oui. Pour lui, c'était sa façon de se défendre. C'était au nom de Dieu. Mais tu as quand même eu peur. Tu as eu peur au moment où c'est arrivé, tu appelles le 911. Ils sont arrivés assez rapidement. Lui avait pris la fuite. Non, en fait, pendant que j'étais sortie dehors, la personne au téléphone m'a demandé de me rediriger vers la maison car mon frère était encore à l'intérieur. Et en allant vers la maison, j'ai vu que mon père était complètement couvert de sang. Et c'est là que j'ai su que she was dead. Elle était morte. Et je criais sans arrêt que la police devait arriver parce qu'il y avait mon frère autiste à l'intérieur et j'avais peur qu'il s'en prenne à lui aussi. Donc, finalement, quand ils sont arrivés, ils sont tout de suite allés chercher mon frère. Mon père était resté à l'intérieur de la maison et j'entendais qu'il criait ou pleurait, entre guillemets. Et mon frère, dès qu'il est sorti de la maison et qu'il s'en est venu vers moi, il m'a demandé « Dania, est-ce qu'on a un meurtrier dans la maison? Est-ce que maman est morte? » Et dans le fond, il avait tout compris. Ah ouais. Et cette peur-là est omniprésente avant les événements, parce que tu le dis, Oui. il y avait souvent des menaces. Il y avait souvent des menaces, il y avait souvent
de la violence. Il y avait plein d'insultes, plein de dénigrations, il y avait de l'isolement, il y avait du contrôle. C'était une vie très difficile, une enfance très difficile et abnormale. Et c'est dur des fois d'en parler parce que on sait ce qu'on a vécu et on comprend à quel point c'est difficile, mais quand on entend ça de quelqu'un d'autre, en fait, c'est complètement différent de le vivre et d'en parler. Oui, c'était mon introduction. C'est que quand on voit ça d'une façon indépendante, c'est pas du tout la même chose. Non. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, tu vois, dans ton histoire, je voyais ça. Oui. Donc, c'est un tyran dans la famille, il vous fait des menaces tout le temps. Arrive le paroxysme de la menace, il tue littéralement ta mère. Arrive le procès subséquemment, et tu dis, j'ai eu peur qu'on le libère parce qu'on aurait pu le classer comme étant criminellement non responsable. Exactement. Pendant tout le procès, tu avais peur de ça. Oui, donc j'ai d'abord témoigné contre lui à l'enquête préliminaire. Par la suite, j'ai témoigné une deuxième fois au procès. Et en fait, sa défense à lui, c'est que c'était un moment de folie. Il n'était pas conscient lors de l'acte, ce qui est totalement faux. C'était un meurtre clairement prémédité. Une semaine avant que le meurtre arrive, il avait dit à ma mère de ne pas faire une épicerie de plus d'une semaine. Il y avait tellement de signes qui montraient que ça trottait dans sa tête. Il disait à ma mère aussi, en anglais, il disait « Don't make me get the box ». And we didn't know what the box was. On ne savait vraiment pas ce qu'il y avait dans la boîte. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais j'imagine que c'était peut-être le couteau de chasse qu'il a utilisé. Ah oui, c'est assez horrible. Mais donc, tu avais cette peur-là au procès. Oui. Et finalement, il est déclaré coupable. Oui. Meurtre au premier degré, justement, on a retenu ta vision des choses. Meurtre au premier degré, donc prémédité. 25 ans sans libération conditionnelle. Mais tu as encore peur de lui? J'ai encore peur de lui. Il a fait un appel à la cour, donc il est possible qu'il y ait un deuxième procès. On ne sait pas si ça va être accepté ou pas. Il est clair que je vais me débattre pour que la justice soit rendue. Il ne mérite pas d'être sorti. Et s'il sort, je sais ce qui va m'arriver. Donc, tu as vraiment peur encore de lui? J'ai vraiment peur de lui. C'est un traumatisme qui m'affecte au quotidien. Je voyais que tu as même peur qu'à partir de la prison, il puisse engager quelqu'un qui arrête ça du mal. C'est tellement un traumatisme qui est profond. Ça peut paraître absurde pour certains, mais quand on le vit, c'est complètement différent. Et dites-vous, vivre tous les jours dans la peur, dans la crainte, après, disons, 16 ans de vivre de cette façon-ci, on continue sans le vouloir de vivre de cette façon-ci. Oui, parce que tu étais toujours sur des charbons ardents, puisqu'il y avait des menaces qui étaient constantes dans la famille. Mais tu te retrouves, tu perds ton père et ta mère en même temps, là. Et tu n'as plus d'assises, tu n'as plus de famille. Tu disais que ton petit frère est autiste. On l'a placé à quelque part, je pense. Donc, au début, en fait, on avait un tuteur légal du côté de la famille maternelle. Par la suite, on l'a placé en famille d'accueil, ce qui était le mieux pour lui. Et aujourd'hui, il est dans un appartement supervisé, ce que ma mère aurait toujours souhaité pour lui. Donc, il y a une personne qui va le voir régulièrement, s'assurer qu'il a fait ses devoirs, il a fait son épicerie. OK. Mais tu aimerais ça pouvoir le revoir. Et toi, tu t'es retrouvé, tu avais quel âge à ce moment-là? 16 ans. 16 ans. Tu es allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est allé dans la famille maternelle. Par la loi, il y a un interdit de contact à la famille paternelle. Et puis, à mes 18 ans, j'ai décidé de partir en appartement. J'ai cru comprendre que l'accueil n'était pas nécessairement très chaleureux dans la famille. Non, je pense que c'était une mauvaise interprétation de l'auteur au niveau de l'article. Ma famille maternelle a toujours été derrière moi, elle m'a toujours supportée, mais je ne sais pas comment expliquer. Parce que ce que j'avais lu, on trouvait que tu ressembles beaucoup à ton père. Et ça... Non, ça, c'est une mauvaise interprétation. OK. On n'ira pas plus loin dans ce cas-là. Si tu me dis que c'est une mauvaise interprétation, n'empêche que là, tu te retrouves à 16 ans, tu as cette famille-là. À 18 ans, tu te retrouves tout seul. Vraiment toute seule. Et tu vas aller à l'école, il faut que tu t'organises, à appartement, etc. Là, tu es complètement dépassé. En plus de cette angoisse qui t'étreint, puis on comprend pourquoi, là. Alors, comment tu te débrouilles? Bon, c'est sûr qu'à travers les années, je me suis créé quelques petites astuces pour continuer dans mon mode de survivre. Parmi celles-ci, il y a le sport. Le sport, en fait, c'est quelque chose qui me permet vraiment de vider mon énergie, que ce soit négatif ou positif. Et l'adrénaline
tu ressens par la suite, tu te sens vraiment mieux, en fait. Mais tu vas à l'école aussi. Oui, je vais à l'école aussi. J'ai vu que tu avais 4-5 emplois en même temps. je veux Oui, dire, j'ai déjà eu plusieurs emplois en même temps. J'ai déjà été dans une équipe de soccer. J'ai déjà pris des cours d'été aussi pendant tout. J'ai déjà déménagé aussi le même été. Je me garde toujours occupée, en fait. Donc, vraiment, me garder occupée, que ce soit avec le travail, le sport, les amis. Sauf que tu es toute seule pour t'arranger, et c'est là que l'AFPAD intervient. Vous, c'est l'organisation qui aide les familles, justement, des gens qui sont portés disparus ou qui ont été tués. Et vous dites, la façon dont on l'aide, c'est pas suffisant, ça marche pas. Là. Bien, souvent, je veux dire, on a juste à l'écouter et on voit qu'elle a traversé l'horreur, cette jeune femme-là, qui est immensément courageuse. Elle nous a demandé de l'accompagner dans ses demandes pour la supporter financièrement au niveau de ses études. Alors, on a essayé de communiquer avec des fondations, la fondation du HEC, on a essayé les prêts et bourses, mais malheureusement, les réponses ne sont pas suffisantes pour payer ses frais de scolarité. Fait que nous, à l'AFPAD, on s'est dit, bien, on va faire un appel à tous, un appel de générosité. C'est pas suffisant, c'est bien curieux, ça. Oui, Juste bien, les frais de scolarité. oui. Ah, ouais. Pour nous, ce qu'on demandait, c'est si elle peut avoir une pause financière dans ses frais de scolarité qui représente à peu près 3 000 on se disait, bien, le reste va être facilité. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles pour ces personnes-là. C'est difficile, elles sont isolées, elles vivent avec la peur, l'angoisse. T'as plus de elles famille, doivent... là, littéralement. Ouais. C'est ça. Fait que si, au moins, ça, elle ne l'a pas sur ses épaules, bien, on se dit, ça va être déjà un bon pas de fait parce qu'elle étudie à l'université, elle veut se donner une vie meilleure. Qu'est-ce que elle tu veut- voudrais faire dans la vie? Mon but vraiment vaste, c'est d'être heureuse, mais j'aimerais vraiment ça, avoir un baccalauréat bilingue en finance des marchés, ce que je suis en train de faire. Je suis rendue à ma 6e année. Et éventuellement faire une maîtrise aussi. Peut-être éventuellement un doctorat, mais on verra rendu là. Mais j'aimerais est-ce vraiment que, avoir une maîtrise. Compte tenu de la lourdeur, justement, de ce passé dont Mme Oui. Monroy parle, est-ce que c'est possible d'être heureux? Penses-tu qu'un Honnêtement, jour, tu je pourras... pense que oui. Ouais. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans le passé. Il faut vivre dans le moment présent et préparer le futur. Mais tant que lui est en prison et que tu le redoutes, tu ne pourras pas être heureuse. C'est quelque chose qu'on doit vivre avec. Ouais. Est-ce qu'on l'aide avec la thérapie? Est-ce que tu vois des Oui, psychologues? j'ai déjà vu des psychologues, mais l'IVAC donne un certain montant de sessions par psychologue. Et j'ai achevé mes séances, donc je n'ai plus de psychologue. Oui, ça arrive souvent. C'est comme si, je sais pas, on devrait peut-être reviser ça puis allonger ça, parce que des traumatismes comme le tien, je veux dire, c'est pas 3 ou 4 rencontres avec un psychologue. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance. Et puis, pour venir en aide à Diana, ben, vous voyez, un numéro de téléphone pour, via l'AFPAD, de lui donner un petit coup de main qui lui permettrait justement de compléter ses études. Merci, bonne chance à vous deux. Merci.